Exactement 13h37 minutes. Nous avons avec nous depuis Port-au-Prince en ligne Monsieur Hiro Maham Bachar. Monsieur Bachar, qui est chef de mission pour Médecins sans frontières à Port-au-Prince en Haïti. Bon après-midi, Monsieur Bachar. Bonsoir, bon après-midi à vous. Oui, comment ça va? Oh, on peut dire ça va. Ça pouvait aller mieux, mais ça va par la grâce de Dieu. Ça va quand même, parce que donc on raconte que le dernier événement qui va vous amener à prendre une pause avec l'hôpital de Tabar, c'est que des bandits armés sont entrés, on parle d'une vingtaine de personnes qui sont entrées dans une salle d'opération, extirper un patient qui recevait des soins, c'est ça? Affirmative, affirmative. Ouais. Et donc, étant donné que c'est pas la première fois et que chaque fois vous avez pris des sanctions, dans le fond, est-ce que ces sanctions arrivent à dissuader quand même des bandits à répéter le même geste, puisque c'est pas la première fois? Oui, merci pour cette question. C'est pas la première fois. Mais je pourrais déjà rectifier que c'est pas une sanction parce que là, la suspension, en fait, elle pénalise, on sait, la population et les bénéficiaires, ceux qui bénéficient des soins. Donc, nous, la suspension qu'on fait, en fait, c'est le temps de comprendre ce qui se passe. Parce que s'il faut citer le dernier événement là, de la nuit du 6 juillet, une vingtaine de personnes étaient venues, ils ont mis en danger les soignants, qui font tout pour quitter chez eux et venir prodiguer des soins de qualité. Ils ont mis en danger ce personnel, ils ont mis en danger les autres patients et les accompagnants pour extirper un patient. Donc pour nous, on a suspendu les activités, le temps de mieux comprendre la situation. Et jusqu'ici, je précise qu'on ne sait pas qui a fait cet acte-là. Allô? Des hommes armés. Oui. Allô? Oui, on est là. Oui, nous préférons dire que c'est des hommes armés en cagoule. Donc, on ne sait pas qui ils sont. Et certainement, c'est pas des enfants de cœur, c'est des gens armés. Nous connaissons tous la situation du pays, mais c'est le genre de problème auquel on s'attend aussi lorsqu'on opère dans un tel contexte, non? À partir du moment où les hôpitaux, la mission médicale, en fait, c'est d'offrir des soins à toute la population haïtienne, en principe, ce genre d'acte ne devrait pas arriver. Et rentrer dans un hôpital, rentrer dans un bloc opératoire, extirper un patient alors qu'il est en train de subir des soins, on ne doit pas s'attendre à cela. Mais compte tenu du contexte, malheureusement, ce genre d'acte arrive. Mais là, c'est la première fois, en tout cas, que des gens, des individus non identifiés rentrent jusqu'au bloc opératoire pour extirper un patient et partir avec lui, alors que le sang encore coulait jusqu'à la sortie. Et lorsqu'on dit qu'on veut prendre le temps de comprendre, de digérer ce qui s'est passé avant d'avoir une autre réaction, de savoir est-ce qu'on va, j'imagine, continuer les opérations ou est-ce qu'on arrête pendant un certain temps, etc. Est-ce qu'on veut, par exemple, savoir qui était ce patient qui recevait des soins, parce qu'on dit que c'est quelqu'un qui avait été blessé d'une balle et qu'on enlevait justement, on lui faisait une opération pour le soigner. Est-ce qu'il était du côté des gens qui l'ont extirpé ou est-ce que c'était un ennemi, faisait partie d'un groupe ennemi, etc. et qu'on allait probablement l'achever ailleurs, en dehors de l'hôpital? On veut savoir ça aussi. C'est important pour vous de savoir ça? Alors, pour nous, toute personne en fait qui franchit la barrière de l'hôpital est un patient. Donc nous, on ne demande pas en fait le statut de la personne. Nous avons des critères d'admission au niveau de cet hôpital. À partir du moment où la personne répond aux critères pour être admise dans cet hôpital, on l'admet comme patient. Donc on ne se demande pas quel statut il a.
Tout ce qu'on sait, c'est que c'est quelqu'un qui est blessé par balle, qui est arrivé au niveau de nos urgences autour de 21 heures. Donc, compte tenu de la gravité de sa plaie par balle, on l'a directement admis au niveau du bloc opératoire. L'intervention s'est achevée vers minuit. Donc, à partir du moment où l'intervention venait juste de s'achever, le patient était encore au bloc, même pas au niveau de la salle de réveil. Des individus armés non identifiés l'ont extirpé. On se pose des questions sur ces individus. Je ne pense pas que ces individus soient avec cette personne. Parce que si on est avec une personne, la moindre des choses, c'est de laisser cette personne au moins finir ses soins. Donc, c'est tout ce que je pourrais dire dans ce sens-là, quoi. Maintenant, Médecins sans frontières se trouve sur le théâtre de plusieurs pays où on vit la guerre, n'est-ce pas? Haïti, c'est un cas où il n'y a pas de guerre, où il y a surtout des bandits, des gens armés qui font la loi, et c'est un État sans État. C'est vrai que c'est particulier, mais est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui distingue la situation d'Haïti par rapport à ces endroits où se trouvent Médecins sans frontières, des endroits, des pays en guerre, littéralement? Oui, en fait, la différence, c'est que ici, on est en face d'une insécurité, d'une sorte de guérilla urbaine, en fait. C'est une violence urbaine. C'est pas une guerre là où on a, par exemple, dans certains pays où on a un pays qui agresse un autre, ou bien, en fait, dans le même pays, on se retrouve avec des rebelles qui se soulèvent contre les autorités officielles du pays. Ici, c'est un phénomène, en fait, d'insécurité urbain au niveau de la capitale. Le plus souvent, dans les autres pays, en fait, on a cette insécurité au niveau des frontières, au niveau des provinces, pas au niveau de la capitale. Donc, cela aussi constitue une différence, en fait, parce que là, c'est un conflit, c'est interne. C'est interne, c'est au niveau de la capitale, non seulement, mais aussi au niveau du pays. Donc, ce n'est pas un autre pays qui agresse la République d'Haïti. Et j'imagine que lorsqu'il s'agit de guerre entre deux pays, exemple, il y a les lois de la guerre que les uns et les autres respectent, et parmi ces lois-là, on doit respecter le drapeau rouge, n'est-ce pas, la croix rouge, on a des normes à respecter. J'ai l'impression qu'en Haïti, de plus en plus, c'est évident, ces gens-là ne respectent absolument rien et ne sont sous l'obédience d'aucune loi internationale. Bon, en tout cas, ce qui est mis à mal à travers cet incident, c'est les droits humanitaires, c'est le respect même de la mission médicale des structures de santé qui est mise à mal. Je ne peux pas dire que les gens ne respectent pas systématiquement, parce que ça fait quand même une trentaine d'années que Médecins sans frontières intervient à Haïti, et on arrive à soigner, on est arrivé à soigner des milliers et des milliers de patients. Mais il arrive, comme le cas du 6 juillet, qu'il y ait des incidents. Donc, mais nous, on interpelle et on appelle en tout cas toutes les parties en conflit de respecter la mission médicale des structures de santé qui sont là que pour la population, pour ceux qui en ont besoin. Monsieur Bachar, comme on l'a dit au début, ce n'est pas la première fois. Peut-être qu'on est allé un peu plus loin. On est entré dans une salle d'opération en pleine opération, extirper un patient qui recevait des soins. Donc, les bandits s'enhardissent de plus en plus. Est-ce que Médecins sans frontières pourrait envisager de fermer ses services en Haïti le temps de corriger la situation? Donc, pour l'instant, je peux garantir à toute la population qu'on n'est pas encore au stade de fermeture définitive de nos activités. Médecins sans frontières est déterminé à rester aux côtés, en fait, de la population haïtienne pour l'aider et prodiguer des soins avec l'appui du ministère de la Santé. Par contre,
les genres de suspension comme celle-là, ça nous permet de mieux comprendre et d'éviter d'exposer les soignants et d'éviter d'exposer les autres patients et leurs accompagnants. Donc, ça nous permet de minimiser les risques. Si on comprend, on peut prendre des mesures pour mitiguer, pour minimiser le risque en fait d'exposition à nos soignants. Mais en fait, une mesure que l'on comprend tous, c'est que c'est de s'assurer sa propre protection puisque l'État est quasiment inexistant. C'est d'avoir des agents de sécurité et j'imagine que vous en aviez, sauf que ils ont utilisé des subterfuges et ont envahi littéralement l'hôpital. Oui, en fait, nous avons des gardes. Des gardiens, en fait, des vigiles qui ne sont pas armés. Nos vigiles ne sont pas armés, étant donné que chez nous, au niveau des hôpitaux, les armes ne sont pas admises, en fait. On ne rentre pas avec les armes. Donc, quand ils étaient venus, ils ont simulé une urgence. Ils ont dit aux gardiens, ils ont amené une urgence. Et tant qu'on parle d'urgence, quelqu'un qui est malade, le premier réflexe pour les gardiens qui sont là, c'est d'ouvrir la porte et de l'introduire au niveau du service des urgences. Donc, cette simulation a amené les gardiens à ouvrir la porte et que les 20 autres hommes armés non identifiés, donc cagoulés, ont fait irruption et ont pris le contrôle en fait des services des urgences et ensuite le bloc opératoire. Mais dernièrement aussi, on a vu ces bandits enlever pas mal de professionnels de la santé, particulièrement des médecins. Est-ce qu'il faut croire que Médecins sans frontières n'a jamais été touché dans ce sens-là? On ne peut pas dire que Médecins sans frontières n'est pas touché, mais pas directement. À partir du moment où la population pour laquelle nous sommes là est touchée, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, indirectement, on est touché. Certains de nos personnels aussi sont touchés, ou leurs familles sont touchées. Donc, du coup, on ne peut pas dire que nous ne sommes pas touchés par ce phénomène d'insécurité, même si directement, on ne l'est pas. Est-ce que je comprends que les médecins de Médecins sans frontières sont essentiellement des médecins haïtiens? Tous les médecins, en fait, sont haïtiens. Tous les infirmiers sont haïtiens. Maintenant, il y a du staff d'encadrement. Certains staffs d'encadrement sont des expatriés. Et là, c'est dans le cadre d'échange d'expériences et de transmission de connaissances. Et de la même façon que ces médecins haïtiens, souvent, ils sont appelés aussi à aller, dans le cadre de missions Médecins sans frontières, à aller dans d'autres pays pour intervenir aussi, pour apporter leur expertise aux collègues qui sont dans les autres pays. Donc, c'est un peu comme ça que MSF fonctionne. Maintenant, quand il y a une situation semblable, une interruption inacceptable dans une salle d'opération, c'est vraiment une insulte, c'est un non-respect de toutes les règles, je pourrais dire, au contraire, n'est-ce pas, de toutes les règles élémentaires en matière de santé. Vous comptez vous plaindre en quelle direction? Vous allez loger une plainte ou vous l'avez déjà fait? Ou est-ce que c'est au Premier ministre? Est-ce qu'il y a des autorités de la santé qui semblent être en fonction et qui pourraient faire quelque chose, qui pourraient vous informer sur et vous amener à prendre une décision éclairée dans les circonstances? Et dans ce genre de circonstances, en fait, nous informons les autorités, donc nous informons qui de droit, parce qu'on a des accords avec le gouvernement, et on sait que le gouvernement essaie de protéger tout le monde, donc dans les missions médicales. Donc on informe qui de droit de l'incident qui s'est passé, et on partage avec toutes les autorités la décision que nous avons eu à prendre le temps de mieux comprendre. Parce qu'avant tout, nous soignons. En tant que Médecins sans frontières, on soigne par délégation en fait du ministère de la Santé. Donc c'est le ministère de la Santé qui nous donne en délégation en fait la possibilité de soigner. Donc nous sommes sous tutelle du ministère de la Santé. Et on a signé un protocole, donc on intervient avec une autorisation des autorités. Donc
on rend compte en fait à ces autorités et on présente ce qui s'est passé et nos attentes aussi. Mais vous comprenez, dans les circonstances qu'Haïti, même si ce n'est pas officiellement, est quand même un pays sous tutelle. Est-ce que vous regardez aussi du côté des délégations étrangères les plus puissantes pour essayer d'avoir quelque chose pour comprendre ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que c'est un moment d'accalmie qui va venir? Est-ce qu'on peut appréhender quelque chose, un changement dans la situation, dans le climat social en Haïti? Bon, même pour les organisations internationales, c'est d'abord les autorités haïtiennes, le gouvernement haïtien, donc, et le ministère de tutelle, et toutes les autres autorités, en fait, avec lesquelles on collabore étroitement. Donc, et en deuxième position, les organismes internationaux qui aussi œuvrent pour le retour de la paix, qui œuvrent pour des interventions humanitaires, donc des soins au niveau de Haïti, genre l'exemple de l'OMS, ainsi de suite, toutes les autres organisations. On partage avec eux l'incident, on décrit, on explique l'incident et on présente notre décision de suspendre et de faire l'analyse en impliquant en fait toutes ces organisations, mais aussi les autorités. On pose le problème et on essaie d'analyser ensemble et trouver des solutions. Donc c'est après qu'on peut se dire est-ce que Médecins sans frontières peut poursuivre, peut reprendre ses activités ou pas. Si vous vous rappelez, à Cité Soleil, on a 2 ou 3 fois suspendu nos activités. Parce que dans ce cas, il y a des affrontements à côté de l'hôpital, on reçoit des balles perdues qui tombent dans l'hôpital et ça nous a souvent amené à suspendre nos activités jusqu'à ce que ça se calme. Donc, et là, on vient de reprendre à peu près 1 mois et demi les activités à Cité Soleil. Donc, pour le moment, c'est calme là-bas, mais on continue nos activités là-bas. Bon, là-bas, on n'a pas suspendu. Dans le cas de Cité Soleil, encore une fois, il s'agit d'une guerre, je dirais, de tranchées pour la cité entre 2 groupes, etc. Et étant donné que les soins s'adressent à tout le monde, mais d'abord et avant tout aux gens de Cité Soleil, pour des gens qui se réclament de protéger la Cité Soleil, n'est-ce pas? Est-ce que ça paraît étrange de voir un tel comportement, de ne pas protéger ceux qui sont là pour aider les gens de la Cité? Oui, en fait, pour rappel ou pour préciser, que ce soit à Tabar, à Turjo ou au niveau de Cité Soleil ou partout ailleurs là où Médecins sans frontières travaille, en tant qu'organisation, Médecins sans frontières n'a jamais été ciblé. N'a jamais été ciblé, donc n'a jamais été cible d'une attaque directe. Mm-hmm. Donc, par contre, genre l'exemple du 6 juillet, on est ciblé à travers, ou indirectement, on est ciblé à travers notre patient, à travers un patient, en fait, qu'on a admis et à qui on est en train de prodiguer des soins. Donc, on n'est jamais ciblé pour le moment. Est-ce que vous pensez que cet événement-là, qui est un événement vraiment particulier on dit encore qu'on entre dans une salle d'opération, on extirpe un patient, est un événement suffisamment grave pour conscientiser cette communauté internationale à venir apporter son coup de main donc à la population haïtienne pour en finir avec cette situation-là? Oui, en fait, pour nous, c'est un symbole, c'est une ligne rouge, c'est très fort, mais pas seulement pour la communauté internationale, mais nous, l'appel qu'on lance, en fait, c'est à toutes les parties, les différentes parties prenantes au conflit, en fait. Notre message, c'est de respecter la mission médicale des structures de santé. Maintenant, faire arrêter un conflit, là, ce n'est pas du mandat de Médecins sans frontières. Nous, ce qu'on demande à toutes les parties prenantes au conflit, c'est de respecter les structures, la mission médicale des structures sanitaires, qu'ils soient appuyés par Médecins sans frontières ou pas. Donc, en général, toutes les structures sanitaires, on doit respecter cela. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un est malade,
il se présente dans une structure sanitaire, en soi, il est vulnérable. Il est vulnérable, donc du coup, il a besoin de soins. Donc nous, l'appel qu'on lance, en fait, c'est le respect de toutes les parties au conflit, le respect de la mission médicale de toutes les structures de santé. Et oui. Médecins sans frontières. Oui, Monsieur Bachar, dernière question, mais c'est une question que j'ai déjà posée. J'aimerais voir jusqu'où ces bandits-là sont allés. Et j'ai parlé tout à l'heure de missions que vous avez dans d'autres pays, dans des pays en guerre, par rapport à cette escalade-là, cette situation qui est survenue le 6 juillet dernier. Est-ce que un tel cas est déjà arrivé dans un autre pays en guerre, ou est-ce que c'est la première fois dans toute l'histoire de Médecins sans frontières qu'on a posé un tel geste, rentrer dans une salle d'opération et extirper un patient qui recevait des soins? Donc là, en fait, ça fait, il y a des situations en fait qui ne sont pas exactement les mêmes, qui se sont produites dans d'autres pays, mais qui sont encore beaucoup plus graves, parce qu'il y a des incidents qui ont amené carrément à la fermeture des activités de Médecins sans frontières dans certains pays. Il y a des incidents qui ont amené carrément au décès. Je peux donner l'exemple récemment en février au Burkina, là où on a perdu 2 de nos collègues qui ont été assassinés pendant l'exercice de leurs fonctions. Je peux aussi citer Kunduz, en Afghanistan, là où une bombe en fait est tombée carrément sur une des maternités là où on intervient. Donc il y a pas mal de gens qui ont perdu la vie. Donc il y a dans d'autres pays des incidents beaucoup plus graves qui amènent au décès. Et là ici à Haïti, nous on a fait la suspension, on cherche à comprendre pour éviter que le pire n'arrive. Donc on essaie de comprendre. S'il faut reprendre, on reprend, mais en adoptant d'autres mesures qui nous permettraient d'éviter le pire. Comme pour dire qu'on accepte de soigner des patients dans des conditions extrêmement difficiles, mais qu'on n'accepte pas, surtout pas, que le personnel soit agressé et qu'on ne signe pas pour autant un document à savoir qu'on est prêt à mourir parce que si le personnel est touché, il n'y a plus de soins, c'est ça? Tout à fait, mais nous, le principe, c'est que personne ne doit mourir ou être blessé parce qu'il veut sauver notre vie. On ne doit pas mourir en voulant sauver une autre vie ou en voulant soigner. On veut tout à fait soigner, mais pas à tout prix ou à tous les prix. Voilà, Iwo Maham Bachar, qui est chef de mission pour Médecins sans frontières en Haïti. Monsieur Bachar, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler et je nous souhaite bonne chance. C'est mon pays d'origine, n'est-ce pas? Et je souhaite que les bandits prennent conscience et qu'ils épargnent les lieux de soins surtout et qu'ils épargnent surtout notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Bachar. Merci beaucoup. Merci Ampil, comme on dit. Merci. Au revoir.